Bonjour tout le monde. Je suis Julien Cormier, premier conseiller aux affaires économiques et commerciales à la délégation générale du Québec à Paris. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire réalisé en collaboration avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, ayant pour objet les financements pour les partenariats entre le Québec et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le webinaire aujourd'hui est est d'une durée de 90 minutes et comporte 5 chapitres. En premier lieu, la déléguée générale du Québec à Paris et représentante personnelle du premier ministre pour la francophonie, Mme Michèle Boisvert, devait faire le mot d'introduction, mais malheureusement, on a un petit problème technique, alors on va essayer de brancher Mme Boisvert un peu plus tard pendant le webinaire. Donc, par la suite, Mme Clotilde Barteau, responsable du service Action sectorielle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et M. Patrick Heinemann, directeur des partenariats internationaux et canadiens du ministère de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec, qui présenteront les grands axes de politique sectorielle et les outils de financement de leurs territoires respectifs. Par la suite, 4 bénéficiaires de ces outils de financement feront un court témoignage. M. Carl Viel, président de Québec International, M. Jacques Lajoie, vice-président de l'ACET, et M. Vincent Naud, PDG de l'UMED, Mme Ingrid Milsan, responsable du développement international de Ténerdis, et finalement M. Daniel Lavigne, gérant de MSense. Par la suite, M. Maël Mbaye, responsable des partenariats technologiques internationaux de BPI France, et Mme Astrid Lay, chargée de projet entrepreneuriat et développement économique à l'OFQJ, présenteront respectivement d'autres outils de financement. Et si tous les panélistes respectent religieusement le temps qui leur est alloué, ce que j'espère, nous aurons une période de questions en toute fin de webinaire animée par Mme Elisabetta Chéna, référente internationale à la région. Et finalement, sa collègue Mme Agnès Herny-Duclos, référente pour la coopération Auvergne-Rhône-Alpes, fera le mot de clôture. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Clotilde Barteau. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, donc je vais vous présenter la politique sectorielle qui est menée en région Auvergne-Rhône-Alpes et la manière, dans ce cadre-là, les financements pour les partenariats entre notre région et le Québec. Alors, tout d'abord, un peu d'histoire. La politique sectorielle dans notre région a commencé à la fin des années 90 avec des contrats sectoriels dans les domaines du textile, de la plasturgie et de la mécanique. À partir de 2004, la région a mis en place une réelle politique de soutien au cluster. À partir de 2005, au niveau national, au niveau de l'État français, a été mis en place une politique de soutien au pôle de compétitivité et à l'innovation. Donc, je vais vous détailler après la distinction entre cluster et pôle de compétitivité telle que nous on la considère. Et à présent, donc en 2020, la région de soutien au pôle et cluster pour soutenir la compétitivité des entreprises, notamment dans le cadre du plan de relance. Et voilà. Donc, je vais ensuite vous détailler, préciser un petit peu donc ce qu'on entend nous par cluster et pôle de compétitivité. Les deux donc ont en particularité de viser à regrouper les entreprises et à favoriser des accompagnements collectifs et des approches collaboratives afin de faire émerger des projets innovants. Les pôles de compétitivité vont être davantage orientés sur des projets liés à la R&D et les clusters vont être plus sur des projets déjà beaucoup plus industriels. Donc, nous avons 13 pôles de compétitivité dans la région, 10 clusters, ce qui représente environ 6200 adhérents, principalement des PME. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte, c'est que au sein des clusters et des pôles de compétitivité, on a une attention pour qu'il y ait à la fois des organismes de recherche, des grandes entreprises, mais aussi les PME, puisque un des objectifs, c'est de diffuser la recherche et l'innovation dans les PME. Donc l'objet, donc les objectifs assignés à ces pôles et clusters par la région. Donc comme je le disais, donc c'est d'être des catalyseurs d'innovation et de compétitivité, puisqu'ils assurent la mise en relation des entreprises entre elles au sein des filières
et elles permettent de promouvoir des démarches d'innovation et de structuration des chaînes de valeur. Donc ça, on va le voir dans le cadre du plan de relance, c'est particulièrement important. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on soutient la compétitivité des entreprises. On demande aussi à nos pôles et clusters de jouer un rôle d'ambassadeurs des politiques régionales. Donc là aussi, on le voit dans le cadre des plans de relance. Par exemple, ils sont des relais des besoins des entreprises, et quand nous, on met en place du coup des nouveaux dispositifs, pouvoir relayer les dispositifs auprès des entreprises et avoir un bon effet levier des dispositifs qu'on met en place. Et le troisième objectif, et c'est pour ça notamment que, c'est un des objets principaux de cette présentation, c'est un vecteur des atouts du territoire en France et international, puisque les pôles et clusters donc ont aussi comme rôle de promouvoir, d'essayer de promouvoir le développement des entreprises au-delà de la région, donc au niveau européen et international. Du coup, la région soutient, donc comme on l'a vu, 13 pôles de compétitivité et 10 clusters en région. Ils ont été choisis en fonction des domaines d'excellence de la région. Donc en fait, on a 8 domaines d'excellence qui sont repérés et qui sont considérés comme stratégiques pour le développement de la région, sur lesquels on veut vraiment pousser de l'innovation. Ils ont été repérés dans les schémas structurants donc qu'on a indiqués sur cette page. Et donc ces 8 domaines et la production industrielle, la mobilité et les systèmes de transport intelligents, donc principalement automobiles, aéronautiques, ferroviaires, la santé, l'énergie, les bâtiments et les travaux publics, le numérique, sport, montagne, tourisme. Donc une particularité de la région est d'avoir un important relief montagneux. Donc il y a un atout pour le tourisme, le sport et l'aménagement de montagne. Et un autre domaine d'excellence, agroalimentaire, l'agriculture, la forêt. Voilà, avec 3 fleurons qu'on met particulièrement en avant, à savoir le développement d'une politique hydrogène, le développement d'une politique d'économie circulaire et d'intelligence artificielle. Et évidemment, ces 3 sont assez transversales au domaine d'excellence que je vous ai cité, puisqu'elles concernent à chaque fois différents domaines d'excellence. Ce qui donne, voilà, donc là, vous avez très précisément, donc si vous voulez des informations sur tel ou tel pôle de compétitivité ou cluster, on pourra vous les fournir après. Mais là, du coup, vous avez la liste précise des pôles par domaine d'excellence. Donc, vous voyez que dans l'industrie du futur et la production industrielle, qui est un domaine assez vaste, on a 6, par exemple, sur l'énergie, on a un pôle de compétitivité sur le nucléaire et un pôle de compétitivité qui concerne tout ce qui est énergie renouvelable. En santé, on a Lyon Biopôle et ILAB et ICARE qui ont des approches donc sur la santé un peu différentes. Lyon Biopôle fédère tout ce qui est biotechnologie, alors que le lab va avoir une approche plus par les usages. Comme je vous disais, en mobilité, on a donc CARA qui est le pôle de compétitivité automobile et aérospace sur l'aéronautique. Dans le BTP, on a un cluster qui concerne tout ce qui est bâtiment technique durable dans le bâtiment, le cluster lumière donc qui porte sur toutes les techniques liées à la lumière, et un Dura qui est plus sur les infrastructures de travaux publics. Donc après, on a la liste encore plus précise sur la... Voilà, donc voilà, vous avez toutes les coordonnées. Donc si vous voulez des renseignements plus précis sur tel ou tel pôle de compétitivité ou cluster, indiquer la liste ici avec les sites. Donc ce que je veux vraiment dire, c'est qu'on a une politique sectorielle donc qui s'appuie sur des domaines d'excellence vraiment stratégiques, d'où 23 pôles et clusters qui sont soutenus par la région. Et la contractualisation avec ces pôles et clusters, elle passe par différents moyens. On a un plan d'animation annuel et là, c'est le pôle et cluster qui en bénéficie directement. Donc, c'est-à-dire qu'on finance le pôle et cluster pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques, par exemple des réunions d'animation, des réunions d'innovation, voilà. Donc ça fait partie du plan d'animation annuel. On finance également un plan d'action international. Et là, donc, on leur demande de coordonner des actions internationales, et on finance aussi via les pôles et clusters on finance directement aussi les entreprises
par exemple, un pôle peut organiser un déplacement de plusieurs entreprises sur un salon spécifique ciblé qui va vraiment avoir un impact business pour ces entreprises. Et donc, à ce moment-là, on a des aides pour le pôle qui organise et pour les entreprises pour prendre en charge partiellement leurs frais de déplacement. On a également des actions spécifiques liées au déploiement d'une politique régionale. Par exemple, l'hydrogène. On a un financement spécifique lié à l'hydrogène pour les pôles et clusters concernés, donc à savoir 3 pôles et clusters. Celui qui concerne les énergies renouvelables, celui qui porte sur la chimie et voilà. Et ensuite, on a également des appels à projets, des dispositifs spécifiques. Donc là, les pôles et clusters sont prescripteurs de dispositifs et labellisent. Par exemple, sur la recherche et innovation, au niveau des pôles de compétitivité, les pôles labellisent c'est-à-dire que pour que la région instruise le dossier, il faut qu'un pôle l'ait accompagné. C'est un gage de qualité d'accompagnement et on est sûr que du coup, le projet de R&D correspond bien à la stratégie que veut développer la région. Voilà, donc ça, c'est nos modes de contractualisation avec les pôles et clusters. Voilà. Alors après, je vais faire un focus sur la partie internationale, le dispositif planifier mon développement international. Donc, c'était la deuxième brique tout à l'heure dans la slide précédente. Et là, la politique le soutien de la région a 3 objectifs. Donc, accroître le nombre d'entreprises issues des domaines d'excellence de la région s'inscrivant dans une démarche d'internationalisation. Donc, le but, c'est de promouvoir auprès des PME les démarches d'internationalisation, inciter les entreprises régionales à agir collectivement dans la conquête de nouveaux marchés internationaux tout en bénéficiant d'une visibilité accrue. Donc là, par exemple, ça se traduit notamment par la présence sur des salons, une présence collective, structurée, régionale, promouvoir la région sur ses domaines d'excellence et contribuer à son rayonnement international. Donc là, l'objectif, c'est que la région soit connue sur ces 8 domaines d'excellence, connue et reconnue, qui permet après du coup de pouvoir développer une politique d'attractivité qui est pertinente et qui est liée vraiment au domaine d'excellence. Alors du coup, grâce à ces plans de développement à l'international, on a 19 plans d'action votés, près de 800 entreprises accompagnées, ce qui représente 1000 accompagnements. 40 pays sont concernés et le Canada est la 3e destination des actions pilotées par les pôles et la 2e destination hors Europe derrière les États-Unis. Et le Québec est la première région hors Europe pour les actions d'interclustering des pôles de compétitivité et clusters, donc un partenariat déjà important avec le Québec. En 2021, nous sommes optimistes. On a demandé aux pôles et clusters de travailler sur des actions et on prévoit de soutenir des actions exploratoires, des missions de prospection, d'interclustering, en espérant que la situation sanitaire permette de développer, de continuer à développer ces activités. Donc, là, je vous remets en perspective ce soutien à l'international des entreprises. Vous voyez que en fait, là, ce que je veux vous dire, c'est que le soutien qu'on apporte s'inscrit vraiment dans un écosystème plus global d'aide qui va de la planification à la prospection et à l'implantation renforcement pour les entreprises. Donc, on propose un soutien à tous les niveaux du coup de besoins des entreprises et on propose des soutiens collectifs, individuels ou mixtes. Donc le financement de la région, quand c'est collectif, il va à la structure pôle ou cluster. Quand c'est individuel, on finance directement l'entreprise. Donc vous voyez les différents dispositifs. C'était pour vous montrer que ça s'inscrit dans une logique d'ensemble cohérente qui couvre toutes les étapes. Et un point particulier, recruter un volontaire international en entreprise. Ce dispositif on est en train de le travailler pour développer des VIE à temps et à coût partagé. Et le Canada et donc le Québec, c'est toujours une destination ouverte pour les VIE. Et c'est intéressant à savoir, juste pour le moment en tout cas. Et pour finir, donc, je vais vous faire un petit focus sur le plan de relance, puisque évidemment depuis quelques mois, la priorité de la région est à la relance. Donc, le plan de relance a été adopté début juillet, lancé en juin. Et donc, là, la région s'appuie sur les pôles et clusters, notamment pour déployer ces 4 axes. Donc, mener un plan d'investissement de relance immédiat. Donc là, par exemple,
Ça comprend un soutien aux collectivités infrarégionales pour accroître tout ce qui est plan d'investissement. Et donc là, le BTP est concerné. Réaffirmer la préférence régionale et renforcer le soutien à l'économie de proximité. Conserver et relocaliser les emplois. Donc là aussi, les pôles et clusters sont largement concernés puisque là, conserver et relocaliser les emplois, il y a des enjeux derrière de chaîne de valeur à compléter et à relocaliser. Faire d'Auvergne-Rhône-Alpes un modèle d'économie plus verte et plus numérique. Donc ça, c'est des projets spécifiques. Je parlais, ça renvoie aux 3 fleurons dont je vous parlais sur la slide des Domex, à savoir hydrogène, économie circulaire et numérique. Donc c'est des plans spécifiques que la région développe en s'appuyant sur les polyclusters concernés. Et dans le cadre de la relance, donc on a également des secteurs qui sont particulièrement visés, sur lesquels on a des plans spécifiques, le BTP, la santé, l'hydrogène, l'aéronautique et les équipements de protection individuelle. Donc voilà un panorama, merci pour votre attention, et voilà le panorama de la politique sectorielle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les outils de financement pour les partenariats. Merci beaucoup, Madame Barbeau. J'avais oublié de préciser peut-être au début qu'il va y avoir une période de questions à la toute fin donc du webinaire. Donc, on va présenter l'ensemble des présentations et au terme des présentations, il y aura période de questions. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue, Monsieur Patrick Heinemann, directeur des partenariats canadiens et internationaux du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Patrick. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à ce webinaire. Je vais vous présenter aujourd'hui d'abord nos secteurs d'excellence, notre écosystème un peu de recherche et d'innovation et aussi nos secteurs d'excellence, en mettant en face à la fois le volet innovation au Québec et aussi nos secteurs d'exportation, pour ensuite aborder la question des programmes là, qui soutiennent les partenariats internationaux. Il y a beaucoup d'informations dans ma présentation, puis je crois qu'elle sera distribuée et envoyée aux participants après. Donc, vous aurez des liens pertinents là pour aller chercher plus d'informations sur les différents éléments que je vais amener. Donc, pour commencer, je dirais que au niveau qu'on parle de recherche et d'innovation au Québec, du Québec a investi beaucoup dans la recherche et l'innovation au cours des dernières décennies, je devrais dire, et s'est doté aussi de différentes stratégies à travers au cours de ces décennies-là. Et la dernière remonte à 2017, qui est encore en vigueur aujourd'hui, et qui est très ambitieuse aussi et qui a 3 grands objectifs, à la fois de développer les talents, les compétences et la relève, d'accélérer aussi, d'amplifier le transfert et la commercialisation des innovations et d'accroître la capacité de recherche et de soutenir l'innovation. Et je dirais qu'un vecteur important aussi pour au sein de ces stratégies-là, il est considéré qu'un des principaux vecteurs aussi pour soutenir l'innovation se fait à travers les partenariats internationaux. Les secteurs d'excellence au Québec sont multiples. C'est très petit cette diapo-là. Mais tout de suite, je vais peut-être me concentrer sur un peu comment certains secteurs qui sont très structurés. Et notre écosystème aussi contient différents acteurs, dont ce qu'on appelle des regroupements sectoriels de recherche industrielle, qui sont, je dirais, des acteurs clés pour nous, dans le fond, ils sont mandatés aussi par le gouvernement du Québec pour faire le pont entre l'industrie et le monde académique. Et il y en a 9 au Québec qui correspondent à 9 secteurs très importants en recherche et en innovation au Québec. Et c'est ce qu'on appelle les RSRI. Donc peuvent monter des projets de recherche avec qui sont très très connectés évidemment avec leur écosystème d'entreprise et aussi du milieu académique, comme je disais, et peuvent monter des projets de recherche avec des partenaires internationaux. Donc vous aurez les liens dans la présentation, mais les secteurs, vous les voyez, sont l'aluminium, l'aérospatial, les bioprocédés industriels, la biopharmaceutique, l'énergie électrique, matériaux avancés, TI, communication numérique, technologie médicale et transformation métallique. Donc, ce sont tous des secteurs d'excellence au Québec là, qui ont des RSRI pour structurer les coopérations dans ce secteur-là. Donc, dans leur ensemble, ces RSRI comptent plus de 1000 entreprises et centres de recherche parmi leurs membres, autant aussi d'entreprises qui sont impliquées dans des projets collaboratifs de recherche.
Donc, c'est vraiment des joueurs importants. L'écosystème de recherche et d'innovation au Québec est assez diversifié, comprend à la fois les universités, évidemment, comment dirais-je, des centres de recherche aussi, des consortiums, des collèges. Bref, c'est une panoplie d'acteurs. Il y a à peu près 135 organismes qui font partie de cet écosystème-là, avec qui on travaille étroitement. Et c'est un système que je dirais qui est très collaboratif, si on peut dire, dans le sens que là, j'essaie de passer à la prochaine diapo, si permettez-moi, voilà. Donc ça, c'est un peu pour l'écosystème. Puis je vais revenir un peu plus tard sur les programmes de financement. Mais je dirais que ce qui est important à retenir aussi, c'est que donc l'écosystème est très varié. Je vous ai mentionné les secteurs d'excellence. Et nous, au gouvernement, ici, au ministère de l'Économie en particulier, on a des équipes qui sont spécifiquement dédiées à encourager, faciliter les partenariats internationaux. Et on travaille très, très étroitement, évidemment, avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris, avec l'équipe économique qui aussi nous aide, nous appuie beaucoup et pour nos partenaires français, ça constitue évidemment à Paris votre principal point de contact à la Délégation générale du Québec. Donc, on travaille très étroitement ensemble à ce niveau-là. Je vous ai mentionné un peu la recherche et l'innovation. Évidemment aussi, je reviens plutôt plus généralement sur l'économie québécoise. Comme vous savez, on a été, comme tout le monde, très affecté par la pandémie. Il y a certains secteurs qui ont plus souffert que d'autres. Je pense à l'aérospatial, le tourisme, la restauration, le divertissement. D'autres secteurs quelque part, je dirais bénéficier, c'est pas le bon terme, mais où la crise a accentué certaines opportunités dans des secteurs comme la cybersécurité, le biopharmaceutique, le commerce électronique, la technologie de la santé, l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des secteurs qui sont qui sont en croissance. Mais vraiment, le Québec, le gouvernement se donne d'un plan de relance économique. J'en ferai pas dans les détails aujourd'hui parce que j'ai peu de temps, là, mais vraiment dans le but d'accélérer, d'investir plus en innovation, d'accélérer les innovations au sein des entreprises, d'accélérer la productivité. Il y a une panoplie de programmes qui ont été mis en place aussi pour injecter des liquidités dans le système et pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus fiables. La relance des exportations est vraiment, un élément clé aussi de la stratégie. Le Québec, c'est vraiment l'objectif d'accroître jusqu'à 50% la part de ses exportations dans le PIB, qui est aujourd'hui situé à 40%, et aussi d'augmenter considérablement, de doubler ses investissements directs étrangers. C'est des objectifs qui étaient présents avant la pandémie, mais évidemment maintenant, qui vont être, dont la réalisation va s'étendre sur un peu plus long terme, évidemment, parce que il y a eu un gros coup qui a été porté là, aux exportations avec la pandémie. Et on va miser beaucoup sur les exportateurs à fort potentiel de croissance. Les 5 grands secteurs qui ont été visés pour la relance des exportations, et j'y reviendrai aussi quand je vais vous parler un peu plus de nos grappes et nos clusters. Il y a l'aérospatial, le bioalimentaire, la foresterie, l'aluminium et le transport électrique. Donc, ça, ce sont des secteurs clés aussi qui regroupent aussi des secteurs en grande partie en recherche, en innovation que j'ai mentionné un peu plus tôt. Je vais passer rapidement là-dessus, mais pour mentionner quelques-uns de ces secteurs-là, l'aérospatial, secteur clé au Québec, on a plusieurs grands maîtres d'œuvre qui sont installés au Québec. On pense à Bell Hélicoptère, on pense, mais évidemment, je pensais jusqu'à récemment Bombardier Aéronautique. Comme vous savez, Airbus a repris, à part l'aviation d'affaires qui est restée chez Bombardier, Airbus Aviation qui est très présent ici à Montréal, CAE pour tout ce qui est des simulateurs de vol, Pratt & Whitney, etc. Mais je dirais que ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'on a une grappe qui est Aéro Montréal, qui est très active aussi, qui regroupe les grands joueurs de l'industrie. Vous avez des chiffres ici, plus de 80% de notre production est exportée à l'extérieur du Canada. Le nombre d'emplois dans l'industrie est considérable. On dit toujours que le Québec on peut construire un avion de A à Z au Québec. Donc, c'est toute une industrie avec des sous-contractants qui sont basés ici et avec des activités de R&D très, très présentes aussi. L'agroalimentaire, secteur crucial aussi au Québec. On parle de près de 2400 entreprises dans le secteur de la transformation alimentaire seulement. Donc, 70 000 emplois, des gros joueurs ici présents au Québec, tant à différents niveaux, produits laitiers, produits de la viande, confiserie, etc. Beaucoup de recherche et innovation aussi qui se fait dans ce secteur-là.
Ressources naturelles, bois, aluminium, très important aussi. Là. Pour ce qui est de l'aluminium, c'est une industrie stratégique pour le Québec, 30 000 emplois, 1 500 entreprises, regroupées dans le sein de la grappe Alu Québec. C'est une grappe industrielle donc qui coordonne l'industrie de la transformation de l'aluminium et des équipementiers au Québec. Donc ça, c'est un secteur important. Avec des gros joueurs aussi présents ici, beaucoup de recherche aussi. Le secteur forestier aussi est un pilier solide de l'innovation au Québec. Oh, pardon, je reviens derrière. Donc beaucoup de centres R&D aussi dans le domaine de la foresterie, dans l'industrie du bois, la transformation, et aussi la construction en bois, qui est un secteur en croissance aussi. Les technologies propres aussi, ça c'est là, on inclut là-dedans, bon, c'est très vaste comme terme, mais tout ce qui est aussi, je parlais plus particulièrement du transport terrestre au Québec, qui est une industrie très dynamique, plus de 600 entreprises, plus de 30 000 travailleurs, des grands joueurs aussi, et aussi une grappe, la grappe propulsion, qui est la grappe des transports électriques et intelligents au Québec, qui regroupe les grands joueurs de l'industrie et là où on est particulièrement fort et on peut travailler avec eux. Donc, je passe très vite avec ça. Vous aurez plus de détails dans la présentation, mais je vais peut-être revenir aussi sur les programmes de financement. C'est très... je reviens, excusez-moi, avant de passer, un secteur que j'ai pas mentionné, les sciences de la vie, évidemment, au Québec, très important aussi, tant au niveau notamment au niveau aussi des technologies médicales. Donc, c'est vraiment un secteur aussi où il y a beaucoup de joueurs internationaux, de grandes entreprises internationales basées au Québec, où il y a beaucoup de recherche et d'innovation. Une dernière parenthèse que je fais, je mentionne l'intelligence artificielle, qui est un secteur transversal. Comme vous savez que le Québec et Montréal en particulier, est devenu la plaque tournante de la recherche, particulièrement en intelligence artificielle. Il y a l'Université de Montréal, l'Université McGill compte à eux seuls plus de 250 chercheurs et doctorants liés à l'intelligence artificielle, donc il s'agit de la plus grande communauté universitaire en intelligence artificielle dans le monde finalement. Donc il y a beaucoup aussi de startups qui ont émergé dans ce secteur-là. Et c'est un secteur qui est transversal, qui s'applique à beaucoup des secteurs que j'ai mentionnés, qu'on parle des sciences de la vie, qu'on parle de l'aérospatiale, qu'on parle d'autres secteurs que j'ai mentionnés, évidemment. C'est une des grandes forces qu'on a ici au Québec. Nos programmes maintenant. Ce qui est important de retenir, parce que je pense que de rentrer dans le menu détail de tous les programmes n'est pas l'objectif aujourd'hui, on a une panoplie de programmes qui visent à soutenir d'abord la recherche et l'innovation au Québec et qui permettent aussi de financer des projets avec des partenaires internationaux. On a à la fois des programmes pour des entreprises et des startups. Donc, ça c'est important aussi. Donc, pour des startups, par exemple, on a un programme Startup Québec International qui permet de financer des échanges entre startups et aussi entre incubateurs et accélérateurs, donc aussi qui peuvent donc beaucoup de projets qui sont financés à ce niveau-là, des projets en innovation, comme je disais aussi, avec différents programmes tant du gouvernement du Québec que du Canada et dans la grande majorité des cas, le financement pour des projets internationaux, il y a du financement tant québécois que canadien, mais je dirais que comme promesse, le Québec est particulièrement actif et avec des programmes là, qui sont spécifiquement destinés là, à soutenir les collaborations internationales. C'est valable pour l'industrie, pour les startups, c'est aussi valable pour les centres, pour le milieu de la recherche, toute une panoplie de programmes qui existent aussi, notamment, je mentionnais les fonds de recherche du Québec qui sont plus au niveau de la recherche, je dirais, plus fondamentale, alors que le MEI, notre ministère, a des programmes qui sont plus destinés à la recherche industrielle. Je sais que le temps file. Je vais vous parler maintenant peut-être plus aussi des programmes plus spécifiquement destinés pour la France. On a, je mentionnais plus spécifiquement aussi le Fonds québécois pour la coopération décentralisée, qui est peut-être un outil privilégié notamment pour des collaborations avec la région Rhône-Alpes, Auvergne et Rhône-Alpes. C'est des projets donc qui sont financés. On parle d'un financement d'à peu près 20 000 $ canadiens pour la partie québécoise et 12 000 € pour des projets collaboratifs. Ça peut inclure les frais de séjour, de déplacement, les frais pour l'évaluation des résultats. Et ça, je mentionnerai le rôle important du MRIF, le ministère des Relations internationales du Québec et de la francophonie, dont son directeur de la direction France, Frédéric Tremblay, là, qui est je dirais,
le pilier là, pour ce programme-là au Québec. C'est un programme qui est géré chez nous par le ministère des Relations internationales et par votre ministère en France de l'Europe et des Affaires étrangères. C'était mis en place là, donc en 2005, en fait, suite à la 13e rencontre alternée des premiers ministres français et québécois pour encourager et soutenir la coopération franco-québécoise au niveau local et régional. Donc, c'est vraiment né d'une grande volonté politique. Du côté français, les projets soutenus à travers ce programme-là doivent être portés par les collectivités locales. Donc, et au Québec, ça peut être porté par des organismes à but non lucratif ou des organismes de développement économique, des créneaux d'excellence ou des grappes industrielles donc, que j'évoquais un peu plus haut. Donc, on va vous envoyer les liens pour ce programme-là. Et je mentionnais que les inscriptions, la date limite pour le prochain appel à projet est le 15 janvier prochain. Je vais peut-être passer rapidement parce que bon, il y a d'autres programmes aussi, je les ai mentionnés, canadiens, québécois. Il y a aussi je ne vais pas manquer aussi de parler du programme numérique Québec-France qui permet des partenariats entre incubateurs québécois et français. Donc, c'est vraiment, je parlais du programme Startup Québec International tout à l'heure, qui est un programme plus général, qui peut aussi soutenir des partenariats avec la France. Mais on a un programme spécifique, donc, avec la France qui s'appelle le parcours numérique Québec-France, donc, qui vise donc à renforcer les relations entre le Québec et la France en matière d'entrepreneuriat numérique, d'augmenter le chiffre d'affaires, aussi la croissance des startups de part et d'autre, et aussi de réduire l'obstacle à l'internationalisation. On a plusieurs projets qui ont été financés jusqu'à présent. Il y a eu 2 appels à projets. Différentes régions françaises ont été concernées donc par ça. Et on espère bien qu'il va y avoir des projets aussi dans le futur avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, voilà, j'ai passé assez rapidement parce que je voulais vraiment respecter les temps, mais je vais être présent évidemment tout à l'heure à la période de questions. Ça me fera plaisir de voir comment je pourrais répondre si vous avez des questions, là, pour fournir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressante présentation. Merci d'avoir respecté le temps. Très bien fait ça. Beaucoup de diapositives bien expliquées. Et comme on mentionnait plus tôt dans la présentation de webinaire, on va vous envoyer également à tous et à toutes les présentations. J'ai eu également Madame Boisvert en ligne, Madame la déléguée générale, malheureusement un problème technique. Semble-t-il que c'est un problème de pare-feu. Alors malheureusement, elle ne pourra pas, comme c'était prévu, faire le discours d'ouverture. Donc elle s'en excuse et elle vous salue et vous souhaite un bon webinaire. Alors, merci encore, Patrick. Et puis maintenant, on va rester toujours du côté du Québec et on va aller dans la partie témoignages et retour d'expérience. Et on va débuter cette partie-là avec Monsieur Carl Viel, président de Québec International. À toi, Carl. Écoutez, bonjour et bon après-midi, dépendamment de quel côté que vous êtes de l'océan Atlantique. Écoutez, premièrement, merci de m'inviter. Je voudrais prendre un peu de temps pour partager notre expérience à travers spécifiquement le programme qu'on appelle souvent sur son acronyme le FFQCD, comme c'est mentionné. Et peut-être amener quelques éléments. Donc, de notre côté, à nous, chez Québec International, au cours des 10 dernières années, ça fait 9 projets que nous avons la chance de bénéficier justement du support du gouvernement du Québec. Alors, merci beaucoup. Et de l'autre côté, des autres parties du gouvernement français. J'aimerais peut-être mettre quelques éléments en exergue pour bien présenter le tout. Je pense que ce qui est intéressant à travers le programme du FFQCD, c'est vraiment qu'on vient amener une autre dimension. On sait souvent que les relations d'affaires ou les relations qui sont bâties entre les régions du Québec et les régions françaises sont souvent portées par 2 autres éléments qui sont souvent le côté des relations, je dirais plus à dimension politique et souvent culturelle. Mais à travers ce projet-là ou ce programme-là, on vient y amener la dimension économique. Je pense que c'est un élément important qui prend de plus en plus sa place dans les relations entre la France et le Québec. Élément aussi important que je veux souligner, c'est important aussi de savoir que les programmes de ces ententes-là sont souvent bâtis sur un des éléments qui est justement sur des déplacements d'entreprises, de délégations québécoises vers la France et françaises vers le Québec. Et j'aimerais souligner la flexibilité des 2 partenaires qui ont permis justement à des organisations comme la nôtre cette semaine cette année, encore une fois, de pouvoir innover, donc de trouver d'autres façons
pour atteindre les objectifs que nous avons fixés lors du dépôt de nos projets qui ont été retenus, de par le fait justement que les déplacements, comme vous le savez, sont tout à fait éliminés ou inexistants pour l'instant. Donc, je pense que, ayant mis ça pour nous, je vais revenir un peu sur ce qui a aussi été mentionné. Je pense que c'est important pour les gens qui veulent regarder pour démarrer des projets ou faire un dépôt pour le début janvier, c'est de regarder vos priorités régionales et de faire un peu comme ça a été fait de part et d'autre, de voir les points de rapprochement, soit entre les grappes, les clusters, les gens qui sont au Québec, de la démarche accord, par exemple, et de s'assurer qu'on est capable de trouver un arrimage entre la région française, par exemple avec l'Auvergne qu'on voudrait faire, et par exemple du côté québécois. Donc, pour nous, un exemple facile à considérer, c'est le secteur de la santé, où de part et d'autre, nous avons des forces, entre autres dans le domaine des vaccins. Donc, ça pourrait être un axe qui pourrait être discuté entre les partenaires québécois et français afin d'évaluer justement cette piste de collaboration-là. Autre élément pour nous qui a été très important à travers les années, c'est justement de développer des relations. On le dit, on est là pour faire des affaires, mais on doit prendre comme premier élément qu'on veut développer des relations avec les régions françaises avec lesquelles on va travailler, mais on veut aussi développer des relations durables, des relations qui vont pouvoir se pérenniser dans le temps et que le coup de pouce qu'on reçoit au départ à travers le FFQCD nous permet de mettre ces premiers jalons-là dans une relation à long terme avec les régions. Et je l'espère qu'ils feront comme pour nous, qui vont par la suite développer sur des relations d'amitié encore plus fortes entre les organisations de part et d'autre et par la suite entre des entreprises. Deuxième élément aussi qui est important, c'est de bien cibler les entreprises qui veulent s'investir dans le projet et aussi les centres de recherche, les différents acteurs économiques de part et d'autre qui vont nous aider à bien définir les projets, bien définir les axes prioritaires que nous allons prendre de part et d'autre et de s'assurer que notre plan de match, on va être capable de le mettre en place et de s'assurer de l'exécution et de livrer les attentes qui nous ont été demandées ou sur lesquelles nous avons fixé de part et d'autre. L'autre élément qui pour nous a été très important à travers tout ça, c'est justement d'aider les entreprises, dans notre cas à nous, des entreprises québécoises, de pouvoir développer, mais de pouvoir non seulement développer, mais de pouvoir arriver à pouvoir faire soit des premières ventes en France, des premières ententes, donc de distribution, etc. Et pour la côté ou pour la contrepartie française, encore une fois, de pouvoir aider leurs entreprises à pouvoir justement arriver à pouvoir soit de la même type, soit d'arriver vers une implantation de leur société ou de certaines de leurs entreprises sur le territoire québécois et justement de pouvoir aider ces entreprises-là à pouvoir justement réaliser des ventes et par la suite les aider à conquérir pour les entreprises françaises le marché nord-américain. Autre élément, je donnerais peut-être un exemple ou deux dans la dernière année de deux projets. Donc, du côté québécois, de notre côté à nous, une entreprise de Québec qui s'appelle Betemia, qui a réussi à vendre un premier, ce qu'ils appellent un exosquelette sur le marché français à l'intérieur justement d'un pôle de compétitivité et de permettre justement à un centre hospitalier de se procurer un de leurs premiers appareils. Donc, par la suite, ça aide l'entreprise à pouvoir avoir un exemple, un cas réel et de pouvoir utiliser justement le centre hospitalier où l'appareil est maintenant disponible pour faire la démonstration et par la suite de pouvoir convaincre d'autres centres hospitaliers de se procurer cet exosquelette-là. À l'inverse, je nommerais entre autres une entreprise française qui a développé un sternum qui s'appelle le sternum céramyle, qui a permis justement d'être utilisé une première fois à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et qui a permis justement à une patiente de 33 ans de pouvoir justement la sauver qui avait une tumeur sténale. Donc, grâce à cette technologie développée par une entreprise française qui a été pour la première fois utilisée à Québec, de pouvoir, premièrement, je pense que le geste le plus important, c'est d'aider un patient qui avait une maladie importante, mais deuxièmement, de pouvoir rentrer sur le marché québécois et de pouvoir par la suite aller de l'avant et pouvoir par la suite conquérir le marché québécois, par la suite, on l'espère, le marché nord-américain.
Je vous dirais aussi quelques autres éléments à bien regarder. C'est de s'assurer que vous avez le temps de vous asseoir avec vos partenaires. Je pense que là, c'est le temps de le faire. On a à peu près 1 mois et demi, 2 mois devant nous ou devant vous pour justement bien définir vos projets, de vous assurer du côté français que vous obtenez les autorisations, le support de vos régions. De notre côté, par exemple, pour moi, c'est un peu plus facile, Québec international étant un des organismes qui a été reconnu. Donc, le travail d'acceptation doit se faire plutôt à l'interne avec mon conseil d'administration, mais le processus doit se faire rondement. Donc, profitez des semaines qui s'en viennent pour bien définir vos projets, les déposer à temps pour qu'ils soient évalués et de vous assurer que justement, vous avez des métriques et des résultats qui sont tangibles et de vous assurer qu'à travers ça, vous allez justement développer des relations à long terme avec vos partenaires français. Dernier élément qui a été mentionné de part et d'autre, dépendamment des partenaires ou des gens qui nous écoutent, je donnerai un exemple aussi qui est important lorsqu'on regarde l'évaluation des différents de part et d'autre. Ben, je regardais du côté français avec l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Leur premier pays ou la première région, je vais dire, avec laquelle veut travailler, c'est le Québec. Et nous, du côté québécois, lorsqu'on regarde dans les mesures de résultats, entre autres de la démarche accord, c'est justement d'avoir établi des partenariats à l'international. Donc, prenez ça en considération. Ces partenaires-là vont demeurer dans le temps. Je vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup, Carl, pour ce retour d'expérience concernant le programme, le FFQCD. Je te remercie. Maintenant, on va faire un autre retour d'expérience concernant cette fois-ci le programme Parcours numérique Québec-France. Je vais laisser la parole maintenant à M. Jacques Lavoie, vice-président de la CET, ainsi que M. Vincent No, PDG de l'UMED, pour un retour d'expérience et un court témoignage. À vous, messieurs. Oui, bonjour à tous. Je suis Jacques Lajoie parce qu'on a présenté 2 personnes et pour pas mêler les gens. Je suis bien heureux aujourd'hui de participer à ce webinaire pour témoigner de notre expérience en tant qu'incubateur. Mais avant tout, j'aimerais remercier, oui, on a eu des subventions pour le parcours numérique Québec-France, mais on a eu aussi l'opportunité d'avoir des subventions pour via Startup Québec pour aussi des échanges avec la France. Donc nous, ça fait quand même quelques subventions que nous avons pour aider nos startups à tester le marché français, voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et d'un autre côté, avant de commencer le témoignage, j'aimerais aussi remercier nos intervenants français parce que, évidemment, lorsqu'on va là-bas, ça leur demande beaucoup de temps et ils nous en donnent beaucoup, ils nous ont aiguillés, ils nous ont aidés à trouver, je dirais, des rendez-vous importants pour nos jeunes entreprises. Et en même temps, ils nous ont appris à connaître plus la culture d'affaires qu'il y a en France. Peut-être pour débuter, pour ceux qui ne connaîtraient pas la CET est un incubateur, accélérateur issu de l'Université de Sherbrooke. On a été créé en 2009, mais on a seulement commencé nos opérations en 2011. Et depuis ce temps-là, nous avons accompagné plus de 120 entreprises et levé pas loin de 110 millions de financement pour nos entreprises. Ce qu'on fait, on les prend de l'amorçage et on les emmène jusqu'à la commercialisation internationale. Et lorsqu'on parle de tout ce parcours, je dirais, je vais compter plus une anecdote qui nous est arrivée parce que lorsqu'on a commencé la CET, évidemment, on n'avait que des entreprises en amorçage et le temps de les emmener vers une commercialisation à l'international, ça prend quelques années. Et il y a eu un addon où, en octobre 2016, il y avait Alain Asquin, que peut-être certains d'entre vous connaissez bien de la région de Lyon, et était venu en prémisse aux entretiens Jacques Cartier qui allaient se tenir à Lyon cette année-là. Il était venu à Sherbrooke et la haute direction de l'Université de Sherbrooke, à 2 jours d'avis, nous avait demandé d'organiser un concours de pitch où certaines de nos startups allaient pitcher devant Monsieur Asquin pour voir comment ça se passait au Québec, nos startups.
Et on a organisé ça en 2 jours. On a réussi à avoir 3 de nos entreprises, dont Vincent, qui va parler juste après moi. Lors du pitch, ça s'est bien passé. Il y avait un jury qui était là parce que il y avait un prix. Celui qui gagnait allait évidemment dans les entretiens Jacques Cartier. Et lorsqu'il y a eu les délibérations du jury, le jury a trouvé les entreprises tellement bonnes à ce moment-là dans leur pitch qu'ils ont décidé d'offrir une bourse aux 3 entreprises pour aller aux entretiens Jacques Cartier. Donc, ce qui a fait en sorte que ça a commencé notre relation avec la région de Lyon à ce moment-là. Et en même temps, il y avait une semaine après le dépôt officiel d'une première demande d'échange dans le cadre de Startup Québec entre la France et nos entreprises du Québec. On a fait ça en une semaine et on était très chanceux parce que l'Université de Lyon nous a grandement appuyés dans cette demande-là et je crois que ça nous a beaucoup aidés. Si après ça, si on regarde comment ça s'est passé là-bas, je dirais nos entreprises, lorsqu'on les emmène, parce qu'on a eu plusieurs qui ont eu la chance, qui ont eu l'opportunité d'y aller, lorsqu'on les amène là-bas, je dirais le plus grand choc, évidemment, tout jeune entrepreneur pense que son produit est excellent et tout le monde va l'acheter comme ça et que ça s'adapte un peu partout dans le monde. Et évidemment, le premier choc, c'est la culture est différente et la façon de faire des affaires aussi est différente. Et les produits ne sont pas nécessairement non plus adaptés au marché existant. Et cette expérience-là a été extrêmement enrichissante pour nos entreprises. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont réussi à avoir des contrats ou un partenariat, mais elles ont toutes, après ça, repensé leur modèle d'affaires et retravaillé leurs produits en fonction des besoins qu'il y avait en France. Et c'est un gros pas. Pour nous, c'est un gros pas pour nos entrepreneurs qu'ils prennent conscience qu'il faut s'adapter au marché à attaquer. Et non que le marché où on veut attaquer s'adapte à nous. Et dans ce cas-là, c'était une expérience extrêmement enrichissante pour nos entreprises. Je dois dire que l'équipe d'Alain, qui était à Belize à l'époque, et par la suite l'équipe de Sophie de Pulsalis, nous ont grandement aidé à découvrir tout l'écosystème qu'il y avait dans la région lyonnaise. Et en même temps, elles nous ont permis d'établir des relations à long terme. Lorsqu'on parlait tantôt d'avoir des relations et un réseau sur place, c'est extrêmement important. Si on n'a pas ça, c'est difficile de rentrer dans les entreprises. C'est difficile d'avoir différents contacts qui vont être pertinents pour nos entrepreneurs. Outre évidemment les gens de la région, il y a la délégation du Québec à Paris qui nous a beaucoup aidés aussi dans certains dossiers, puis on tient à les remercier en même temps pour cela. Mais avant tout, je dirais qu'on doit construire sur les relations avec les gens. Et après ça, on peut commencer à comprendre la culture des affaires en Europe. Et l'inverse est vrai aussi, parce qu'on a accueilli une quinzaine d'entreprises françaises qui sont venues chez nous, de la région de Lyon, et ils ont eu le même choc. Ils ont vu qu'on travaillait pas de la même façon. Ils ont vu que ils devaient aussi adapter leurs produits à notre marché. Et je pense que c'est une expérience qui a été excessivement enrichissante pour tous. Ce que je pourrais dire peut-être juste en conclusion, c'est des expériences qu'il faut vivre, qu'il faut les vivre sur place. Ce que je trouve dommage, c'est que dans notre dernière demande, on devait avoir des entreprises qui partent avec nous le 16 mars et les frontières ont été fermées le 13 mars. Donc, tout était organisé et on l'a reporté au printemps prochain, mais ce sera plus sous forme virtuelle, ce qui ne sera pas tout à fait exactement la même chose. Mais je dirais que cette expérience nous a appris, et elle a appris à nos startups, qu'il y a des choses qu'il faut faire. Il faut oser, il faut foncer, mais en même temps, il faut prendre le temps de comprendre
comment ça se passe, les affaires dans un autre pays. Dans ce cas-ci, dans la France. Et si on arrive à faire ça, on va avoir du succès sur la scène internationale. Et le meilleur exemple qu'on a pour ça, ben, c'est Vincent qui témoigne juste après moi. Puis je suis très content qu'il soit là et je vais lui laisser la parole. Et je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde. Merci Jacques. En fait, je vais vous résumer un petit peu comment ça s'est passé pour l'UMED dans sa mise en relation avec un joueur important de la région de Lyon. En fait, je vais vous parler du partenariat entre Biomérieux et l'UMED. On était dans un contexte particulièrement compliqué au Québec où il n'y avait pas d'appel d'offres possible auprès des hôpitaux pour notre produit. On vend des logiciels d'optimisation d'utilisation de médicaments, puis on était face à un moratoire, ce qui a fait en sorte que l'UMED cherchait une voie de commercialisation sur des marchés hors Québec. Il est arrivé l'opportunité de présenter pour aller vers Lyon. Et j'avais déjà, dans le cadre de congrès en Amérique du Nord, tissé des liens avec un vice-président de Biomérieux. Puis le fait de pouvoir aller à Lyon même, donc à la maison mère de Biomérieux, ça m'a permis d'envoyer un courriel d'introduction au président de Biomérieux, donc Alexandre Mérieux, de façon à lui demander une rencontre parce que j'étais sur place de toute façon. Fait que ça a bien été. Alexandre Mérieux a accepté de me rencontrer. Fait que j'ai eu 1h30 avec lui à son bureau pour lui présenter ce qu'on faisait, puis quelle synergie ça pouvait offrir dans le fond au marché de combiner nos solutions. Biomérieux identifie des bactéries, nous on détermine comment les traiter. Puis dans le fond cette complémentarité-là a donné lieu à une mise en place d'un partenariat entre nos deux entreprises dès juin 2017. Fait que ça n'a pas pris plus de 7 mois pour bâtir des liens plus forts entre les deux entreprises. Dans le contexte de cette entente-là, Biomérieux s'est retrouvé à être investisseur. Il faut savoir que c'est une entreprise qui est établie dans 150 pays. C'est une entreprise qui est établie dans 150 pays au travers de la planète. Puis 11 000 employés dans son équipe. L'UMED, à cette époque-là, on était 6 personnes. Fait que c'était une opportunité incroyable d'avoir un partenaire de commercialisation, puis investisseur dans notre entreprise. Ce lien-là a donné lieu à certains succès face à des appels d'offres au Canada. Fait qu'on a gagné des appels d'offres d'importance contre des multinationales américaines par ce lien-là. Fait qu'on a 14 hôpitaux en Colombie-Britannique, 3 hôpitaux en Ontario, et on a signé notre premier client en France. Fait que le lien se renforcit. Biomérieux a manifesté son intérêt à obtenir une distribution exclusive de nos produits sur certains marchés, ce qui est venu sécuriser la croissance de notre entreprise du même coup, puis a voulu réinvestir dans notre entreprise. Fait que le fait d'avoir pu, par l'intermédiaire des entretiens Jacques Cartier, solliciter une rencontre spontanée avec le président de Biomérieux, ça m'a permis de bâtir un lien avec une entreprise puis une région qui est porteuse pour la croissance de l'entreprise aujourd'hui. Fait que si jamais vous êtes intrigué à savoir comment ça s'est fait un peu plus dans le détail, ça me fera plaisir de répondre à des questions ultimement. Mais je pense que ce petit témoignage avait pour objectif de simplement montrer que parfois, une petite opportunité d'aller rencontrer des gens qui sont un petit peu inaccessibles usuellement, ça peut donner lieu à des partenariats qui fassent la différence pour une entreprise, dont l'UMED. Donc, je vous remercie beaucoup. On m'avait dit 5 minutes. Oui, très bien, Monsieur No, merci beaucoup. Alors voilà pour les 3 beaux retours d'expérience du côté québécois. Maintenant, on va passer à des retours d'expérience côté français. Alors, je vais laisser la parole à Madame Ingrid Milsan, responsable du développement international chez Tenerdis. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous, effectivement, pour témoigner de la contribution de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'activité de Tenerdis, en particulier au Québec.
Donc Tenerdis, nous sommes pôle de compétitivité, donc c'est l'équivalent de vos grappes, sur les thématiques de la transition énergétique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous existons depuis 2005. Nous rassemblons 230 membres actuellement, à la fois des entreprises, des laboratoires de recherche, des universités, des associations. Et depuis déjà plus de 10 ans, nous collaborons avec une grappe québécoise qui s'appelle Ecotech Québec et dans le cadre d'un réseau international qui s'appelle International Clean Tech Network. Donc la relation avec le Québec n'est pas nouvelle. Mais l'année dernière, en 2019, nous avons pu participer à un déplacement au Québec sur l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à un financement qui s'appelle PDI, donc qui nous permet de financer un certain nombre d'actions du pôle à l'international. Et pour nous, donc c'est moi qui me suis déplacée. Ça a été l'occasion de rencontrer en personne un grand nombre d'acteurs des thématiques de la transition énergétique. On a notamment pu organiser un déjeuner énergie rassemblant un nombre important d'acteurs de part et d'autre, à la fois français et québécois, qui était très intéressant, et ça a permis donc de conforter notre intérêt pour cette région et de nous donner envie et des contacts utiles pour monter une mission que nous voulions organiser en 2020 avec une délégation d'entreprises. Malheureusement, le contexte étant ce qu'il est, nous n'avons pas pu organiser cette mission cette année. Nous avons toutefois organisé un webinaire sur les thématiques de la transition énergétique au Québec, et nous espérons bien pouvoir organiser une mission l'année prochaine, en 2021, avec un certain nombre d'entreprises. Donc c'est une affaire à suivre, mais nous sommes ravis des liens que nous avons pu établir grâce au soutien financier de la région avec ses partenaires, différents partenaires québécois. Merci beaucoup, Madame Milsan. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Daniel Lavigne, gérant de la société 2MSense ou 2MSense. Alors, Monsieur Lavigne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez suffisamment bien. Donc, j'aimerais vous faire, moi, un retour sur un dispositif PDI qui a été utilisé fin 2019. Donc, je représente aujourd'hui la Digital League, qui est le cluster des entreprises de l'industrie numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce cluster comporte plus de 500 adhérents et en fait un des premiers en France. Donc, 2MSense est adhérent de ce cluster et on est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises de l'industrie du logiciel, de tout type, de toute taille. Et aujourd'hui, c'est plus de 300 entreprises qu'on a accompagnées. Et on a cette particularité de pouvoir intervenir sur toute la chaîne de valeur de l'industrie du logiciel, dont l'international. Et on avait initié il y a environ, en 2015, des contacts avec le Québec, et on avait notamment eu l'occasion d'animer une conférence lors des Big Bang de l'association québécoise des technologies, AQT. Et on a pu donc avec la Digital League monter donc et mettre en place le PDI, donc appuyé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ça nous a permis d'organiser un déplacement au Québec très pragmatique, dans le sens où comme on avait cette expérience et ce recul du monde des affaires avec le Québec, nous avons pu en faire profiter les adhérents, c'est-à-dire que par rapport à ce que disait Jacques tout à l'heure lors de son intervention, on a pu finalement anticiper en amont sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que
on a préparé au préalable, on les a préparés donc, au déplacement, c'est-à-dire que on leur a fait prendre conscience des différences culturelles. On a fait en sorte également d'adapter leurs offres par rapport au marché québécois. Et puis, on a ouvert notre réseau, c'est-à-dire que l'idée, c'était aussi de développer des synergies et de développer des relations. Donc, on a pu organiser des rendez-vous très qualitatifs, je dirais, avec donc des rendez-vous soit avec des clients potentiels, soit avec des partenaires potentiels, voire aussi, je dirais, des clusters qui étaient installés au Québec et aussi donc des rendez-vous avec l'écosystème local, qu'il soit sur Montréal ou sur Québec, en l'occurrence avec Québec International ou avec AQT. Donc, ce qui est intéressant au niveau du dispositif et de cette mission, c'est qu'elle a permis, donc, et je pense que c'est une réussite, elle a permis de concrétiser des accords interclustering entre l'Association québécoise des technologies et la Digital Ligne Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour les entreprises, elle a permis également de mettre en place des accords commerciaux et puis aussi, même pour de faire un rapprochement avec une société canadienne. Donc voilà un petit peu donc le retour d'expérience que je peux vous faire par rapport à ce dispositif PDI. Merci à tous. Monsieur Lavigne. Maintenant, on va poursuivre avec deux autres présentations. J'invite donc Monsieur Maël Mbaye, responsable des partenariats technologiques internationaux de BPI France, à prendre la parole. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et merci pour cette invitation. Ravi de pouvoir vous présenter les dispositifs de cofinancement de partenariats technologiques internationaux que BPI France gère de manière conjointe avec le CNRC, le Centre national de recherche du Canada. Alors, je passerai très rapidement sur cette slide, mais pourquoi l'innovation et l'international? Au sein de BPI France, nous sommes convaincus que les deux représentent un combo gagnant pour toute entreprise, à la fois sur l'aspect d'innovation, puisque cela peut vous permettre d'acquérir de potentielles briques technologiques complémentaires qui vous permettraient de pouvoir adapter votre solution au marché français ou québécois, et cela a été notamment mentionné lors des précédentes interventions, de renforcer également votre attractivité en vous positionnant comme une entreprise dynamique qui aujourd'hui est en mesure de pouvoir à la fois développer son business en France mais également sur de nouveaux marchés. Et puis évidemment logique de pouvoir accroître votre croissance, d'autant plus dans une situation comme celle que nous sommes en train de vivre où la contraction de certains marchés peut être potentiellement peut potentiellement vous amener à identifier d'autres leviers de croissance à l'international. Donc aujourd'hui, au sein de BPI France, nous sommes en mesure de pouvoir vous offrir une sorte d'accompagnement pour vous, entreprises innovantes, qui est à la fois à la recherche d'informations pour mieux comprendre l'écosystème québécois, en l'occurrence pour les entreprises françaises, de comprendre aussi dans quelle mesure il faudrait pouvoir repenser votre positionnement produit afin de mieux répondre aux attentes du marché. Et puis par la suite, nous sommes en mesure également de pouvoir vous proposer des dispositifs qui viennent compléter les offres notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le montage de ces partenariats technologiques jusqu'à l'appel à projet entre BPI France et le CNRC qui vise à cofinancer une collaboration technologique éventuelle que vous souhaiteriez initier avec un partenaire québécois. Donc, partenariat technologique international, une opportunité pour votre entreprise, car comme je le disais, le premier objectif est de vous permettre de renforcer votre capacité de production et votre efficacité d'innovation par rapport à un nouveau marché qui représente des enjeux différents du marché français. C'est un mode d'entrée à l'export qui est différent, qui peut prendre plus de temps, mais un mode d'entrée qui d'autant plus en cette période est beaucoup plus fiable potentiellement, ou du moins avec un niveau de risque
moindre puisque vous ancrez dès le départ dans une logique de collaboration avec un partenaire technologique au départ qui, par la suite, pourra être un partenaire commercial. D'autre part, cette collaboration vous permet de vous insérer dans la chaîne de valeur du marché ciblé et donc, in fine, de pouvoir être identifié par la suite comme un acteur parmi tant d'autres du marché québécois ou du marché français, et puis évidemment d'accélérer votre croissance à l'international. Alors, si je passe à la prochaine slide, je voulais vous mettre l'accent sur deux dispositifs. Tout d'abord, le diagnostic partenariat technologique international, qui est aujourd'hui une aide d'accompagnement financier pour vous permettre de bénéficier de la prestation d'un expert conseil qui pourra vous accompagner sur différentes problématiques que vous pourriez rencontrer lors du montage de votre partenariat technologique. Que cela soit la négociation de l'accord de consortium, l'identification même en amont d'un potentiel partenaire, la préparation des dossiers de candidature et toute autre prestation de conseil. Et aujourd'hui, via ce diagnostic partenariat tech international, BPI France peut être en mesure de prendre en charge 50% du montant de la prestation de l'expert, qui est limité à 25 000 € hors taxe. Donc, si vous êtes intéressé, et j'imagine que les slides vous seront partagés, n'hésitez pas à consulter le site de ce dispositif. En fonction, nous serons également en mesure de pouvoir vous mettre en contact avec des experts référencés par BPI France. Néanmoins, si vous avez un expert de votre côté, il faudra, cela n'est pas bloquant, il faudra juste qu'il puisse répondre au cahier des charges qui a été défini par BPI France. Et aujourd'hui, en termes de délai de votre demande, nous sommes sur un délai compris entre 1 à 2 semaines maximum, plutôt 1 semaine, pour ensuite une prestation qui peut durer entre 5 à 25 jours. Par la suite, lorsque votre projet avec votre partenaire québécois est prêt, il ne reste plus qu'à candidater au dispositif de financement. Et aujourd'hui, il existe deux principaux guichets de financement. Le premier qui est le programme Eurostars, qui est un appel à projets européen incluant le Canada et le CMRC, et qui vous permet, dans l'éventualité où vous êtes sélectionné, de pouvoir bénéficier d'une subvention pouvant prendre en charge entre 30 à 40% de vos coûts pour un montant pouvant aller jusqu'à 3 millions d'euros, côté français. Et côté canadien, le financement via Eurostars vous permet également de pouvoir bénéficier d'une subvention pouvant couvrir 50% de vos coûts et plafonner à 600 000 $ canadiens. En complément, nous avons également un appel à projet avec le CMRC qui est en continu, donc vous pouvez directement poser votre projet du moment qu'il est finalisé sur la plateforme Eureka. Et chaque entreprise lauréate pourra solliciter un financement auprès de son agence d'innovation nationale. En France, c'est BPI France, et au Canada, ça sera le CMRC. Et là, on est sur une approche bottom-up, donc cet appel à projet est ouvert à l'ensemble des secteurs pour des applications civiles. Derniers éléments peut-être à vous communiquer sur les modalités de financement. Aujourd'hui, les partenariats ciblés sont des partenariats qui impliquent des entreprises en lead sur ces projets. Les centres de recherche peuvent potentiellement se joindre également à ces dispositifs comme des partenaires annexes. Il faut qu'il y ait une répartition également budgétaire équilibrée qui n'excède pas 75% et 25%. Et ensuite, côté français, on est sur des entreprises qui ne doivent pas excéder les 2000 employés. Côté canadien, vous pouvez voir les critères également. La partie la plus importante, évidemment, le financement. Côté BPI France, nous serons sur de l'aide au développement et à l'innovation, donc une avance récupérable en cas de succès, qui est comprise entre 50 000 et 3 millions d'euros et qui pourra couvrir jusqu'à 65% des coûts éligibles. Et côté canadien, nous serons sur une subvention plafonnée à 600 000 dollars canadiens et qui pourra couvrir jusqu'à 50% des coûts éligibles. Donc, l'essentiel ici est de prendre rapidement contact avec nos équipes, avec vos chargés d'affaires innovation BPI France en Auvergne-Rhône-Alpes pour étudier rapidement votre éligibilité à un financement et s'assurer que vous puissiez
potentiellement ensuite lancer les discussions avec vos partenaires québécois. Quelques points d'attention que je voulais vous partager, je sais que le temps presse. Faites évidemment, prenez en compte la nécessité d'être clair dans les échanges que vous aurez avec des partenaires québécois. Faites en sorte également de bien cadrer l'aspect juridique et propriété industrielle de votre projet et la gouvernance du projet en tant que tel pour éviter toute problématique ou enjeu par la suite. Et puis, faites en sorte, évidemment, d'être au clair sur les guichets de financement. Et donc, de nouveau, je reviens au point que je vous mentionnais, prenez contact avec nos équipes le plus rapidement possible pour que l'on puisse vous accompagner dès le départ. Voilà, je vous remercie et puis je reste à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, M. Mbaye. Maintenant, la dernière présentation du webinaire. Donc, j'invite Mme Astrid Lay, chargée de projet entrepreneuriat et développement économique de l'OFQJ, s'il vous plaît. Tout d'abord, merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la DGQP d'avoir pensé à l'OFQJ pour intervenir aujourd'hui. Donc, merci à vous. Nous, l'OFQJ, on est donc un organisme bigouvernemental d'aide à la mobilité des jeunes de 18 à 35 ans. On a plusieurs programmes dédiés à la mobilité, un dédié à la mobilité étudiante, un à l'emploi, à l'insertion sociale et professionnelle, une à la coopération professionnelle et culturelle, un programme dédié à l'entrepreneuriat et au développement économique et un dédié à l'engagement citoyen. En ce qui concerne donc le programme qui va plus nous aider aujourd'hui, c'est le programme donc dédié aux jeunes entrepreneurs. Donc pour qui? Donc tout jeune porteur de projet et entrepreneur de 18 à 35 ans qui pourra postuler aux missions soit initiées par l'OFQJ à l'occasion d'un événement très pertinent en matière d'entrepreneuriat ou de développement économique, notamment pour se familiariser avec la culture d'affaires québécoise. Ou alors, les jeunes entrepreneurs ont déjà des partenaires ou des événements identifiés et souhaitent partir de manière autonome au Québec. Quoi qu'il en soit, nous, l'OFQJ, nous apporterons un cofinancement en ces missions. C'est dans le cadre de sa coopération privilégiée avec la province du Québec que l'OFQJ et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont une convention de partenariat pour appuyer davantage la mobilité des jeunes entrepreneurs, donc soit dans le cadre de missions initiées par l'OFQJ, soit de manière autonome. Donc, quels sont les critères d'admissibilité? Donc, toujours avoir entre 18 et 35 ans, soit être implanté sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, être le fondateur ou cofondateur de la société et ne jamais avoir bénéficié d'une bourse de la convention de la région Auvergne-Rhône-Alpes OFQJ. On a donc 8 bourses d'aide par an, donc on en aura 8 pour l'année 2021, en espérant qu'effectivement on puisse doter des jeunes entrepreneurs de ces bourses en fonction de leur ouverture des frontières avec le Canada. Donc comment ça se passe? Dans le cadre de missions initiées par l'OFQJ, en fait, le jeune entrepreneur peut bénéficier d'un tarif minoré par rapport au tarif affiché par l'OFQJ. Donc, il pourra ne payer une contribution que de 380 € au lieu du tarif affiché qui est souvent entre 850 et 1100 € pour les missions initiées par l'OFQJ. En ce qui concerne les jeunes entrepreneurs qui souhaitent partir de manière autonome au Québec, l'OFQJ versera un soutien financier aux jeunes entrepreneurs en fonction de la dotation fournie par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui couvrira tout ou partie des coûts de mission. Effectivement, ça pourra couvrir les coûts de frais aériens, les coûts de logement, donc d'hébergement, et les frais liés à des événements. Parce qu'on sait très bien que des jeunes entrepreneurs peuvent aussi être dans des secteurs d'activité très pointus, qui ne sont pas nécessairement couverts par l'OFQJ, et qui pourraient avoir un intérêt pour le développement de leur business à l'international. Comment postuler? Donc l'OFQJ a son site internet, sur le site internet de l'OFQJ, sur la page appel à candidature. Donc sur notre page, on a tous les appels à candidature en cours. Évidemment, il y en a qui sont dédiés à l'entrepreneuriat et au développement économique, mais on a aussi d'autres secteurs comme la culture et l'engagement citoyen.
Pour les jeunes qui souhaitent partir de manière autonome, il faut se rendre également sur le site de l'OFQJ, alors qui n'apparaît pas là, mais on pourra vous redonner plus tard. Donc là, il faut aller déposer un projet. Donc là, c'est juste un formulaire à remplir, hein, avec donc le budget, le programme préliminaire de mission, pour que nous, chargés de projet, on puisse analyser donc votre dossier et mieux vous aider, en tout cas en termes d'orientation de projet, ce qui serait mieux pour vous. Pourquoi? Parce que parfois, les jeunes entrepreneurs ne vont pas sur notre site internet pour les appels à candidature, et on pourrait avoir, nous, dans notre programmation, des appels à candidature qui pourraient être plus pertinents pour vous. Pourquoi? Parce que les missions que nous, on initie sont très encadrées, dans le sens où nous, évidemment, hormis s'occuper de l'aspect logistique, on va vous orienter avec et vous mettre en lien avec tout notre réseau de partenaires sur place. L'idée, c'est vraiment de vous familiariser avec la culture d'affaires, avec vos premiers pas à l'international, ce qui n'est pas toujours chose évidente quand on débute un marché, et d'autant plus sur le marché nord-américain. Comment, pour qui, pourquoi? Alors évidemment, donc jeunes entrepreneurs 18-35 ans, mais tout secteur d'activité, hein, on a évidemment des priorités gouvernementales, notamment sur le numérique, sur l'environnement, tout ce qui va être aussi peut-être agroalimentaire, mais n'hésitez pas, en fait, il n'y a aucune porte fermée par rapport à votre secteur d'activité. Vous pouvez aussi très bien être artisan, vouloir aller faire un marché d'art, comme il y en a souvent au Québec. N'hésitez pas, notre porte est ouverte. On vous acceptera également avec grand plaisir, et vous orienter également auprès des partenaires qui sauront potentiellement vous aider dans le développement d'affaires au Québec. Donc, formulaire de candidature, où retrouver toutes ces informations, évidemment, sur notre site internet. Et puis, n'hésitez pas également à nous contacter. Nous sommes un organisme bigouvernemental, c'est-à-dire que nous avons aussi une structure homologue au Québec qui appuie à l'inverse la mobilité des jeunes québécois vers la France. Ce qui est intéressant, effectivement, dans le cadre de la coopération que la région Auvergne-Rhône-Alpes a avec la province du Québec, et en particulier le Grand Montréal, c'est que vous aussi, peut-être porteur d'événements sur la région, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Si jamais vous pensez qu'il y a des délégations de jeunes entrepreneurs, ou en tout cas des délégations entrepreneuriales québécoises qui pourraient être intéressantes pour votre événement, pour les faire venir à votre événement, puisque nous, notre structure homologue, donc logique, les offices jeunesse internationaux du Québec, dont la section québécoise de l'OFQJ, pourra apporter un cofinancement également aux jeunes entrepreneurs québécois qui participeront à l'événement, soit à l'occasion de cohortes initiées par une autre structure québécoise, ou soit en propre par logique. Autre point essentiel, il y a depuis 2 ans un programme qui s'appelle l'initiative en créativité entrepreneuriale, qui a été créé donc par logique pour favoriser les formations des jeunes entrepreneurs au sein de l'espace de la francophonie. Pourquoi? Donc évidemment pour des jeunes entrepreneurs qui voudraient aller se faire former dans des incubateurs et accélérateurs, donc dans les pays de la francophonie, donc notamment auprès des incubateurs accélérateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également pour des jeunes Français qui souhaiteraient aller se faire former dans des incubateurs et accélérateurs au Québec. Donc pour ce programme, il y a une prise en charge d'une partie des frais de billets d'avion. Donc pour les Français, ce sera la section pour les Français. Donc l'OFQJ France prendra une partie des frais de billets d'avion. Et pour les Québécois qui souhaiteraient venir s'incuber, enfin se faire former, incuber en région Auvergne-Rhône-Alpes, Logique prendra en charge une partie des frais de billets d'avion. Mais le petit plus, qui est quand même un gros plus quand on est jeune entrepreneur et qu'on n'a pas forcément un gros budget pour aller à l'international, il y a une dotation de $350 par semaine qui va de 2 semaines à 15 semaines maximum, pour que le jeune puisse évidemment se loger, prendre en charge ses frais, ses frais logistiques sur place, ses frais de déplacement. L'idée, c'est que vous puissiez vous consacrer 100% à votre développement de business sur place, nouer des partenariats d'affaires, vraiment comprendre le marché d'affaires local, et pas justement avoir ce souci financier qui peut être quand même un frein à votre développement à l'international.
Si évidemment vous avez besoin d'autres informations, on vous mettra en lien évidemment avec notre structure homologue sur place. Donc, alors il y a eu un petit souci, les mails n'apparaissent pas, c'est pas très grave. Donc moi je suis Astrid, mon mail c'est alaye@osqj.org. Et côté Québec, donc ça sera mon homologue, donc Amine Frini, ou c'est afrini@logique.org également. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout point d'information nécessaire. Donc vraiment, que vous soyez incubateur, accélérateur, événement, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse évidemment vous faire nouer des partenariats, des collaborations entre la France et le Québec. Et pour les jeunes entrepreneurs, n'hésitez pas évidemment à venir vers nous si vous avez une volonté de partir en mission de prospection commerciale au Québec dans le cadre de missions OFQJ ou dans le cadre de missions autonomes. Grâce en plus à la convention de partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous pourrez bénéficier de bourses de mobilité pour réduire vos frais de développement à l'international. Merci à vous. Merci beaucoup, Astrid. On va s'assurer que les adresses courriels soient insérées dans la présentation lorsqu'on va envoyer les présentations à l'auditoire. Merci beaucoup encore une fois de ta présentation. Alors voilà maintenant pour les présentations. Courte période de questions. Alors je vais laisser la parole à ma collègue de la région, Madame Elisabetta Chena, pour la période de questions et tout de suite après le mot de conclusion de Madame Agnès Herny-Duclos. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de votre intérêt. À la prochaine. Merci beaucoup, Julien. Effectivement, déjà une question de mon côté. C'est pour Carl Viel, je pense, et j'espère qu'il est toujours connecté. Ou en général pour tous les intervenants voilà qui ont apporté un témoignage. Le Covid-19 a globalement changé la façon, vous l'avez dit, de faire du business, de tisser des relations. Et aujourd'hui, on va vers de plus en plus de dématérialisation. Donc, dématérialisation des relations, opportunités ou freins dans les relations durables que vous avez mis en avant tout à l'heure. Ouais, si vous me permettez, merci premièrement pour la question. Je pense que le premier élément, puis en affaires comme dans tout, on veut développer des relations, puis il faut apprendre à se connaître, il faut bâtir ce lien de confiance-là. Puis je pense que c'est un des éléments qu'on a été capable de mettre en place à travers les années, à travers les différents projets qu'on a mis de l'avant, à travers les fonds. Donc ça, c'est le premier élément. Donc par la suite, c'est certain que là, d'y aller avec des rencontres par Teams, par Zoom ou toute autre plateforme en ce moment nous permettent justement, parce qu'on a cette relation de confiance avec les gens, de pouvoir continuer de le faire. Puis je dirais l'autre élément, c'est la relation de confiance qu'on a avec les autorités gouvernementales qui nous ont permis justement d'essayer de trouver des nouvelles façons. Donc de notre côté, à nous, on est en train de travailler sur une solution où justement on veut faire le partage en sachant justement que les gens ne peuvent pas se déplacer, mais comment on s'assure que les rencontres qui devaient avoir lieu, par exemple, entre un centre hospitalier français avec un centre hospitalier québécois, que l'entreprise qui devait parler avec le centre hospitalier, ces choses-là vont se faire, qui avant étaient organisées où on partait une semaine vers la France, les entreprises françaises venaient une semaine vers le Québec, et là, on bâtissait le programme, donc là, on doit le faire de façon virtuelle, mais il faut être capable d'adapter puis de s'assurer qu'on continue à avoir ce mouvement-là dans nos relations et qu'on a à cause du COVID, qu'on ne perd pas ce mouvement qu'on avait déjà d'entreprise. Donc, nous, on a fait évoluer nos modèles d'affaires sur les partenariats qu'on a cette année avec la version, je dirais, plus virtuelle, mais de s'assurer que les échanges vont demeurer et que les contacts et les projets qui avaient été entrepris en début d'année, bien, on continue à les faire pour qu'on arrive justement à terme et qu'on ait des résultats. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour justement nous assurer que ce qu'on avait prévu faire sur les 2 années, on serait capable de le faire. Donc, on est en train de développer un outil qui va nous servir sur justement les suivis de projets de façon plus serrée en étant virtuel puis s'assurer qu'on respecte nos échéanciers. Merci beaucoup pour votre partage. Une question pour Maëlle Mbaye de BPI France sur les partenariats technologiques internationaux. Donc vous avez
détailler les modalités d'aide aux entreprises. Est-ce que le fait, c'est une question qui nous est posée souvent, est-ce que le mode d'intervention côté français, qui est une avance récupérable, peut être un frein pour les entreprises, ou justement le fait de pouvoir bénéficier d'un diagnostic en amont peut être une réponse et peut aider les entreprises à s'impliquer plus dans ce type de projet? Alors oui, merci pour cette question. Alors tout à fait, pour d'abord revenir sur le dernier point que vous avez mentionné, le diagnostic est vraiment crucial puisqu'il permet de sécuriser l'ensemble des briques du projet de bout en bout et de s'assurer notamment qu'au-delà du projet de collaboration technologique, vous puissiez également réellement identifier les opportunités de marché et commencer déjà à travailler sur une ébauche de stratégie de commercialisation par la suite. Donc en cela, le DIAG en effet est vraiment le meilleur moyen aujourd'hui de vous assurer que vous pouvez minimiser les risques en vous lançant dans ce type de collaboration. Ensuite, tout à fait, une asymétrie en termes d'offres de financement du côté BPI France et du côté du CMRC. Côté BPI France, nous finançons en avance remboursable en cas de succès. Donc, le succès est aujourd'hui établi sur le succès technique que vous allez être amené à définir avec votre chargé d'affaires innovation. Et donc, dans l'éventualité où votre projet serait amené à échouer pour des raisons techniques, de nouveau, cette avance remboursable pourra être amenée à se convertir dans sa totalité ou en partie en subvention. Et donc, l'idée, de nouveau, c'est que nous sommes amenés à pouvoir, de par cette avance, vous diluer le risque en termes de coûts, en termes d'investissement que ce projet serait amené à représenter. D'autre part, cette avance remboursable est un prêt patient en fait, donc s'étale sur 7 ans avec, imaginons, 3 ans de développement de projet, et par la suite, vous pouvez bénéficier d'un différé de 2 ans et d'un amortissement de 5 ans. Et aujourd'hui, ce type de financement, en fonction des projets que vous souhaitez lancer, permet en fait à BPI France d'intervenir pour des montants plus importants. Comme vous avez pu le voir, nous sommes en mesure de monter jusqu'à 3 millions d'euros et de pouvoir couvrir une partie des coûts, un pourcentage de coûts également plus important. Super, merci beaucoup Maëlle. Malheureusement, on a dépassé le timing qui nous était imposé, donc je vais laisser sans transition la parole à ma collègue Agnès qui va assurer la clôture de ce webinaire. Merci beaucoup Elisabetta. Alors je vais être extrêmement rapide. Merci à tous les intervenants. Lorsque nous à la région, nos élus parlent de notre coopération bilatérale avec le Québec, ils rappellent souvent l'importance de cette coopération en disant que c'est la coopération qui est la plus importante tant en termes de budget engagé que d'acteurs mobilisés. C'est effectivement une des coopérations historiques de notre institution et le maillage entre nos territoires se voit et là aujourd'hui s'illustre très concrètement. On a un très haut niveau d'interconnaissance entre nos acteurs et nos économies et les domaines d'excellence que l'on a en partage favorisent évidemment ces projets, ces maillages et la multitude des partenariats que l'on peut imaginer mettre en place. Donc aujourd'hui, on avait effectivement un focus sur cette dimension économique. C'est une coopération qui concerne évidemment, et là dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, c'est important de le rappeler, le secteur universitaire et académique. On aura certainement l'occasion de faire des webinaires et d'organiser des webinaires sur ces sujets-là aussi, vu l'importance de ces sujets pour notre coopération. La dimension économique, Monsieur Viel le disait, elle a de plus en plus de place dans notre coopération. C'est clairement une réalité dans cette coopération avec le Québec. Cette dimension était déjà très forte il y a une dizaine d'années, mais là de plus en plus c'est clairement le nerf de la guerre et il était important pour nous d'illustrer et de vous
faire connaître l'ensemble des dispositifs, des outils que nos institutions, donc là le Québec, j'englobe là la délégation générale, le ministère de l'économie et le ministère des Relations internationales, et puis de l'autre côté toutes les organisations économiques qui sont partenaires de la région, toute la team France Export Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, et ses partenaires, tous ces dispositifs que l'on déploie et que l'on réajuste en fonction des besoins du territoire que vous nous faites remonter. Donc pour nous, c'est important de les faire connaître. Je retiens des échanges et c'est quelque chose qui est rappelé à chaque fois que les entrepreneurs sont réunis et qu'ils se déplacent au Québec ou que l'on accueille ici des partenaires québécois, notamment parce que dans la francophonie, il peut y avoir des pièges. Oui, on partage la langue française, mais non, nous n'avons pas la même culture des affaires. Voilà, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et effectivement, il faut prendre ce temps de nous connaître, prenez le temps de vous adresser aux experts de ces sujets qui connaissent parfaitement la culture d'affaires de l'autre. Voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai retenu, cette nécessité de s'adapter et aujourd'hui particulièrement avec la crise sanitaire et économique que l'on connaît, cette nécessité d'être agile. Voilà, donc écoutez, nous avec la délégation générale du Québec à Paris, on a très envie de pouvoir poursuivre dans cette dynamique de rendez-vous. Donc on est en train de réfléchir à vous proposer, soit dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, soit en dehors, en tout cas dans le cadre de notre coopération bilatérale, de poursuivre sur des rendez-vous du type webinaire pour pouvoir vous rencontrer, se faire permettre des échanges, avoir peut-être des focus sectoriels ou avoir des focus sur des problématiques, des enjeux. Donc on manquera pas de vous interroger pour que vous nous fassiez remonter ces sujets qui vous importent aujourd'hui. Voilà, je serai pas plus longue. Je veux évidemment remercier tous les intervenants qui se sont mobilisés, et puis évidemment Elisabetta et Julien pour leur animation absolument parfaite. Voilà, jusqu'à la dernière minute, on a eu quelques petites sueurs froides, mais je suis sûre que personne ne l'aura vu sauf nous. Voilà, merci à tous.